En tous les cas, merci aux gens du séchoir de me donner cette opportunité. Aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de la théorie de la relativité, puisqu'en fait, il s'entend de la théorie de la relativité générale. Mais je ne vais pas beaucoup vous parler de science, et c'est pour ça que je voulais un petit peu repréciser les choses. Je suis effectivement chercheur au CNRS dans le domaine des matériaux pour l'optique, donc il y a un lien avec la lumière. Mais par ailleurs, depuis de nombreuses années, j'interviens, je fais des conférences ou j'interviens dans des milieux culturels autres et j'interagis aussi avec le milieu artistique, en particulier au travers d'une collaboration avec Marc Thébault. Donc on a écrit un livre sur le blanc et ici il y a une œuvre également qui est présentée sur la vitesse liée à la vitesse de la lumière. Alors je précise justement que je suis quand même scientifique et je ne suis pas historienne d'art. Pourtant, dans ma conférence, je vais beaucoup plus parler d'art que de science. Donc, c'est une balade. Regardez au travers de mon passé, de mon expérience de scientifique, et une balade dans les œuvres d'art qui ont marqué le XXe siècle et qui sont en lien avec ces théories qui ont complètement modifié notre vision du monde. Alors, par rapport à il y a un côté presque d'épistémologie ou de connaissance des sciences, je me sens plus proche de ce domaine-là que vraiment de la science dans ce que j'ai fait pour cette conférence. Voilà, donc s'il y a des personnes qui s'y connaissent bien en histoire de l'art, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le signaler à la fin. Il y a donc, cette conférence s'appelle « Rien n'est établi ». Pourquoi? Parce qu'à la fin du XIXe siècle, tout était parfaitement établi. La science, la physique semblait vivre, semblait être sur une route qui paraissait droite, peut-être une pente raide, mais une route bien droite. Et Lord Kelvin, en 1900, donc un éminent scientifique, a dit « Il n'y a plus rien à découvrir en physique. Aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est d'améliorer la précision des mesures. » Alors on ne pouvait pas tellement lui en vouloir. C'est vrai que beaucoup de choses avaient été découvertes. On était dans une pensée très positiviste. On pensait que la science et la raison devaient résoudre tous les problèmes. Et qu'à chaque situation, une telle cause conduisait à tel effet, tout devait être parfaitement maîtrisé. Tout était bien, même... et à côté de ça, pour faire un parallèle avec la peinture, c'est un peu la perspective qui est parfaitement carrée, qui est parfaitement linéaire, cette perspective albertienne que l'on connaît bien. Mais on sent bien quand même qu'il y a des choses qui commencent à... C'est peut-être pas si clair que ça. Justement, les zones d'ombre dans cette science viennent de la lumière. On a quand même, à la fin du 19e, une grande polémique. Alors, sur la nature de la lumière, il semble quand même que ce soit une onde. Néanmoins, quelques expériences montrent que ce serait plus cohérent que ce soit des particules. Alors ça, c'est encore un autre sujet dont on ne parlera peut-être pas tout de suite. Mais même quant à la vitesse de la lumière, on a quelques petits soucis. Alors, pour information, on sait mesurer la vitesse de la lumière depuis la fin du XVIIe. Et donc, en 1670, Rømer utilise les tables de Cassini. Alors, les tables de Cassini que j'ai présentées là représentent les heures des éclipses des satellites de Jupiter. Donc ça, on savait parfaitement les calculer à cette époque-là. On savait que c'était régulier, qu'un satellite, ça tournait de façon régulière autour de sa planète, et donc on savait à quelle heure les satellites de Jupiter devaient apparaître ou disparaître. Sauf que comme c'est très loin, la lumière venue de ces satellites met un certain temps pour nous arriver, et en faisant des calculs assez subtils, Rømer a réussi à évaluer la vitesse de la lumière à 314 000 km par seconde. Aujourd'hui, on a une vitesse très proche de 300 000 km par seconde. Je ne vous donnerai pas la précision qui est derrière.
Néanmoins, cette précision apparente est un petit peu due au hasard parce qu'il y a eu des erreurs sur les diamètres des orbites des planètes qui se compensaient. Mais on avait quand même un ordre de grandeur, ce qui fait que les personnes qui cherchaient à mesurer la vitesse de la lumière n'étaient pas en train de chercher des vitesses de l'ordre de celle du son. On savait que pour voir des effets, il fallait avoir des distances très grandes. Tout au long du XVIIIe et XIXe siècle, on a amélioré la précision, on a refait des mesures, on a trouvé d'autres méthodes. Une méthode assez intéressante consistait à envoyer des faisceaux lumineux au travers d'une roue crantée et de les renvoyer par un miroir. Et les expériences avaient été faites entre le Mont Valérien et Montmartre pour avoir une distance suffisante de façon à mesurer le temps de retour de la lumière. Donc on continuait à améliorer les précisions. Et à la fin du 19e, l'expérience la plus intéressante, c'était celle de Michelson, grâce à des interférences entre deux faisceaux lumineux. Et là, vous voyez, en haut, j'ai mis des franges d'interférence. Le centre est blanc, mais si on décale un tout petit peu, il peut devenir noir. Et en bougeant de quelques centimètres certains miroirs, on pouvait deviner la distance parcourue et du coup, la vitesse de la lumière. Et il y avait juste un souci. Jusqu'à présent, si par exemple vous êtes dans un véhicule, que vous allez dans une direction et que vous voyez quelqu'un qui est sur le côté qui ne bouge pas, il va pour vous à la même vitesse que vous allez. C'était la relativité des vitesses vue par Galilée. Si lui, il va dans l'autre sens, donc vous additionnez les vitesses, s'il va dans le même sens que vous avez l'impression qu'il ne bouge quasiment pas. C'est ce qui se passe quand on regarde un train, quand on est dans un train, qu'il y en a un autre qui démarre en même temps que nous et qui part dans l'autre direction. Mais pour la vitesse de la lumière, on avait un souci. C'est-à-dire que même si on était du côté de la Terre qui s'éloignait du Soleil ou qui s'en rapprochait, la vitesse de la lumière ne traduisait pas ce mouvement de la Terre. Pour la Terre, on peut considérer que sans rien faire là, on avance à 29 km par seconde. Oui, quand même, c'est pas rien. Alors, pour information, je ne l'ai pas mis dans les œuvres d'art, mais il y a Piotr Kowalski qui a fait une petite œuvre qui a collé un peu à différents endroits du monde, dont la gare de Kyoto et la rue des Degrés, je crois, à Paris, des petits panneaux qui mettent « Ceci avance à 29 km par seconde ». Donc, on est flashé à tous les coups. Hein. Si vous vous faites prendre quelque part par un coup de flash, vous pouvez expliquer ça, mais selon moi, ça ne marche pas parce que nous sommes sur un référentiel, le radar est sur un référentiel qui avance lui-même à 29 km par seconde. Donc, tout ça pour en revenir à la vitesse de la lumière, on ne comprenait pas pourquoi la lumière n'allait pas plus vite dans un sens que dans l'autre. Alors, on s'est mis à faire des hypothèses, on s'est dit oui, mais il va y avoir une sorte de fluide qui entoure la Terre, et du coup la lumière se balade dans ce fluide qui est au repos par rapport à la Terre, c'est ce qu'on appelle l'éther. Alors on ne savait pas trop ce que c'était, mais sous le terme d'éther, on s'arrangeait comme ça pour dire on va essayer de mesurer les propriétés de l'éther grâce à ces expériences d'interférence, et on essayait d'entraîner l'éther. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Fabien Lustig, qui est un jeune artiste, a produit, c'était l'an passé, hein, donc cette œuvre où il recherche un peu à analyser l'éther. Donc il a refait tout un système aussi d'interférences, mais qui vont donner des ombres dans une pièce, qu'il appelle l'arme d'éthyle, sachant que, si je crois bien, à l'intérieur, il y a une ampoule pour chauffer et du calvados pour l'éther. Donc, je trouve ça très intéressant de reprendre tout cet imaginaire autour de l'éther. Alors, on en est donc à la fin du XXe siècle, et quand je regarde la situation à ce moment-là, je repense à un petit texte que j'ai trouvé qui circule sur Internet, où il n'y a pas d'auteur, et qui circule en anglais, donc je l'ai traduit en français, je vous en donne le début.
Au commencement était Aristote, et les objets restaient au repos. Et les objets au repos restaient au repos. Et les objets en mouvement tendaient à être au repos. Et Dieu vit que tout cela était profondément barbant, quoique très reposant. Alors Dieu créa Newton. Et les objets au repos restaient au repos. Et les objets en mouvement restaient en mouvement. Et l'énergie était conservée. Et le moment était conservé. Et la matière était conservée. Et Dieu vit que tout cela était très conservateur. Alors, Dieu créa Einstein. Et il y a la suite, mais la suite, c'est ce que je vais vous raconter, donc je vous invite plutôt à chercher la suite du texte. Donc, qui était Einstein en ce début de XXe siècle? Un étudiant passionné de physique, certes, mais c'était pas un winner, quoi. Il n'arrivait pas à obtenir de poste, il avait beaucoup de mal à s'insérer, et donc en 1905, il avait fini, ou 1903, il avait fini par accepter un poste au bureau des brevets de Zurich, où il se préoccupait de différents problèmes très concrets. Un des problèmes, par exemple, lorsqu'un train partait d'une ville pour aller à une autre, il était calé sur l'heure de la ville de départ. Mais l'heure de la ville d'arrivée n'était pas forcément la même, puisqu'on pouvait se baser, par exemple, sur le soleil pour décider quand était midi. On pouvait dire approximativement de combien il fallait compenser, mais néanmoins, chaque ville avait son heure. Donc, il fallait un petit peu organiser coordonner tous ces temps. C'était un des problèmes à résoudre. Par ailleurs, Einstein avait aussi été un jeune marié avec Mileva. Entre eux, c'était très physique, puisque l'un comme l'autre était passionné d'équations, de mathématiques, et donc il travaillait. En fait, sa vie personnelle revenait à construire des projets d'articles, à s'intéresser à la science. Donc, il avait sa vie professionnelle, finalement, avec très peu de perspectives, et ça lui permettait de faire bouillir la marmite, mais à titre personnel, il a continué à étudier les sciences. Et donc, il s'est dit, on trouve que la vitesse de la lumière, elle est pareille dans toutes les directions. Eh bien, considérons qu'un résultat d'expérience n'est jamais faux, mais c'est l'interprétation que l'on en fait qui peut éventuellement être faux. Et donc, il était au courant des avancées mathématiques de Poincaré, de Lorentz, et il a découvert qu'on pouvait trouver une façon de représenter l'espace et le temps et trouver une façon de calculer une vitesse constante. Alors pour une vitesse constante, qu'est-ce qu'une vitesse? Vous prenez la distance parcourue, vous divisez par le temps. Là, quand on regarde la relativité générale, on se rend compte que la lumière parcourt une distance beaucoup plus grande. Pour que la vitesse soit la même, il suffit que le temps soit plus grand, donc que le temps se dilate. Pourquoi est-ce qu'on devrait considérer que le temps est quelque chose d'inamovible? Et donc c'est comme ça qu'il a construit la théorie de la relativité restreinte en 1905, et il a publié un premier article, et heureusement pour lui, tout le monde l'a trouvé très intéressant, bien construit, et c'est là qu'il a pu enfin quitter le bureau des brevets de Zurich pour se lancer dans une vraie carrière de physicien. Alors à cette époque-là, donc on peut regarder aussi quelles étaient les préoccupations des artistes. Début du XXe siècle, là le manifeste du futurisme date plutôt de 1910, mais forcément avant d'avoir ce manifeste, il y avait des réflexions d'artistes, et la vitesse, la lumière, tout ça les préoccupait beaucoup, en particulier les futuristes italiens. Alors, on pourrait se dire, ouais, vitesse, lumière, il s'intéressait à la vitesse de la lumière. Ben non, pas du tout. En fait, il s'intéressait à l'automobile,
puisque l'automobile, c'était quand même la grande nouveauté. Il faut dire que ces changements, les transports mécaniques ont permis à l'être humain d'expérimenter la vitesse pour la première fois, des vitesses qui allaient dépasser les vitesses habituellement ressenties. Je me souviens avoir lu des articles qui disaient qu'au début du chemin de fer, on se disait que si on dépassait 30 ou 40 km/h, l'être humain ne pourrait jamais supporter de telles vitesses. Donc on était quand même dans une période où expérimenter la vitesse avait un retentissement important. Donc les futuristes italiens s'y intéressent, s'intéressent à la vitesse et également, donc celui-là c'est vitesse et lumière de Bala. Et on peut voir que derrière il y a aussi l'analyse de la trajectoire, du mouvement. Et il y a cette recherche d'une nouvelle représentation de ce que l'on ressent. Ça n'a pas été fait simplement pour faire de l'abstraction, ça a été vraiment une réflexion sur comment traduire ces nouvelles sensations liées à ce monde moderne. Je ne sais pas si certains ont vu d'autres œuvres de Bala, mais on a la petite fille courant sur un balcon, on a le petit chien noir où on voit la queue qui remue, et on voit la silhouette du chien, mais toutes les parties en mouvement qui sont décomposées, il y a clairement chez lui une analyse permanente de tous ces phénomènes qui nous entourent, qu'on avait du mal à capter par la peinture classique. Ici, alors l'exposition, je crois que ce matin, quelqu'un sur Internet a fait la réflexion, mais l'exposition faite le centenaire de la relativité générale et non pas de la relativité restreinte, et là je suis en train de vous parler de la relativité restreinte, mais donc le vrai coup de génie d'Einstein, encore en 1905, on pouvait se dire il a su synthétiser tout ce qui était dans l'air du temps. Mais pendant 10 ans, une fois qu'il a eu vraiment un poste de physicien, il s'est dit il y a un truc quand même qui cloche. Toutes les lois de la physique que l'on nous a apprises, en particulier celle de la mécanique céleste, donc de la gravitation, ça marche parfaitement, et c'est comme si la distance entre les corps ne jouait pas, enfin avait une loi simple, mais comme si l'interaction était instantanée. Il n'y avait pas besoin de corriger par rapport au temps de l'information entre, par exemple, le Soleil et la Terre qui gravite autour. Toutes les lois n'avaient pas besoin de temps d'information. La force de gravitation s'exerce de façon instantanée. Et ça le préoccupait. C'était pas logique. Si la vitesse de la lumière elle-même, elle a une vitesse limite, comment ça se fait que d'autres choses sont instantanées, que la gravitation était instantanée? Et du coup, le vrai coup de génie, cette fois-ci, d'Einstein, c'était par rapport de créer la théorie de la relativité générale, où la gravitation n'est plus un problème de force, mais un problème de géométrie. On remet en cause complètement non seulement le temps, mais l'espace aussi. L'image que l'on a souvent, c'est de dire qu'au lieu d'avoir une feuille plane, on a une feuille, un peu un tissu élastique avec quelque chose au centre. Et du coup, les mouvements, ce qui devrait aller en ligne droite, ne va pas en ligne droite. Et ne plus regarder la gravitation comme un effet de force, mais juste comme un effet géométrique. Le seul souci, c'est que pour valider ce type de réflexion, là, même les compétences mathématiques d'Einstein devenaient un petit peu limites, donc il s'est rapproché de mathématiciens comme Grossman et d'autres pointures de l'époque, car il fallait complètement repenser tout ce qu'on appelle la géométrie euclidienne. Vous savez, quand on apprend à faire des repères orthogonaux, x, y, z, que l'on vous dit que la distance d'un point à un autre, c'est le carré là, des coordonnées, tout ça, il faut le remettre en cause pour inventer d'autres types de géométrie. Et quand on nous parle d'autres types de géométrie, remettre l'espace en perspective, j'ai remis cette œuvre que vous connaissez sans doute, d'Escher,
mais qui date quand même de 1953, donc c'était pas du tout contemporain des réflexions d'Einstein. Néanmoins, il a appelé relativité. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a des réflexions géométriques derrière. Alors Escher a travaillé de nombreuses années, enfin était très proche des mathématiciens, et en particulier de Penrose, qui a beaucoup travaillé sur les pavages et sur des géométries complexes. Et on retrouve bien évidemment les travaux des mathématiciens dans les œuvres d'Escher. Simplement, pour remettre les choses à leur place, les notions de perspective faussée, on les retrouvait déjà au début du XXe siècle chez Ruttersward, qui a fait ce triangle impossible. Donc ça, c'était à peu près, enfin, j'ai pas la date exacte, mais début du XXe. Ou encore les problèmes de perspective faussée qui sont si chers à Escher se retrouvent déjà en 1754 là, sur une gravure où, si vous regardez bien, il y a plein d'endroits où il y a des erreurs, les ponts qui commencent à un endroit, qui arrivent à un autre endroit impossible. Ici, le petit drapeau qui passe derrière, ce qui est censé être à l'arrière-plan. Donc, ces problèmes de jeu sur la perspective existaient quand même déjà bien avant Escher. Alors, revenons à la géométrie. Début du XXe siècle, il n'y a pas que les artistes qui se préoccupent de nouvelles façons de représenter et de penser le monde. Guillaume Apollinaire a beaucoup travaillé, a essayé de comprendre Poincaré, a essayé de le retraduire. Et il travaillait beaucoup sur la quatrième dimension. Et alors paradoxalement, dans les peintres cubistes, Guillaume Apollinaire ne cite pas la quatrième dimension. Il n'en parle pas directement ou très peu. Pourquoi? C'est que début du XXe, en réalité, la quatrième dimension, c'était devenu le gros truc à la mode. On avait déjà lu, depuis le XVIIIe, on parle du temps comme étant d'une quatrième dimension, mais on la représente presque comme une dimension comme les dimensions d'espace. On a le voyage, la machine à remonter le temps de Wells. Oui, oui, c'est bien ça le titre. Oui, j'avais un doute sur le titre. Où on voyage réellement dans le temps comme on voyagerait dans l'espace. Il y a, ça c'est bon, on a déjà un peu cette notion-là, mais surtout il y a des ouvrages de vulgarisation sur des espaces de dimension plus grande que 3, donc de dimension 4, de dimension 5 et autres. Et il y a en particulier un ouvrage assez connu qui s'appelle Flatland, qui a été écrit à la fin du 19e, qui explique comment vivent des personnages en dimension 2, donc sur une feuille, avec les femmes qui seraient des triangles, avec des cris très aigus, et puis les hommes d'autres types de formes, et c'est assez comique. Il y avait ce premier livre, et il y a eu un autre qui s'appelle Voyage dans la quatrième dimension, de Gaston de Pavlovski, qui a eu un franc succès en France, et qui était paru sous forme d'un feuilleton dans un journal qui n'était pas forcément un journal très sérieux. Néanmoins, cette œuvre est un vrai texte de science-fiction, enfin de hard science avec des explications scientifiques, mais il n'était pas présenté quand même comme quelque chose de très sérieux. Alors, certains l'ont lu, Duchamp l'a lu, enfin beaucoup l'ont lu, mais Guillaume Apollinaire, qui voulait quand même faire sérieux, il s'est dit, je ne vais pas m'amuser à parler de cette quatrième dimension qui devient quelque chose de complètement dévoyé. On s'en amusait, c'était pour faire du spiritisme à deux balles, c'était pour expliquer tout ce qui n'était pas très rationnel. On parlait de quatrième dimension. Et après, au niveau des artistes, certains mettaient dans la quatrième dimension plutôt le sens de ce que l'on n'arrive pas à percevoir par la rationalité. Donc il y avait
une image de la quatrième dimension qui avait perdu tout sens mathématique. Néanmoins, dans les peintres cubistes, Apollinaire aborde donc, cette question. Alors, elle est en permanence, elle est là, mais il n'en parle pas trop directement. Voilà, je vais vous lire l'intégralité, là, j'ai juste mis un petit extrait. On a vivement reproché aux artistes peintres nouveaux des préoccupations géométriques. La géométrie, science qui a pour objet l'étendue, sa mesure et ses rapports, a été de tout temps la règle même de la peinture. Jusqu'à présent, les trois dimensions de la géométrie euclidienne suffisaient aux inquiétudes que le sentiment de l'infini met dans l'âme des grands artistes. Inquiétudes qui ne sont pas délibérément scientifiques, puisque l'art et la science sont deux domaines distincts. Les nouveaux peintres, pas plus que leurs anciens, ne se sont proposés d'être des géomètres. Mais on peut dire que la géométrie est aux arts plastiques ce que la grammaire est à l'art de l'écrivain. Or, aujourd'hui, les savants ne s'en tiennent plus aux trois dimensions de la géométrie euclidienne. Les peintres ont été amenés tout naturellement à se préoccuper de ces nouvelles mesures de l'étendue que, dans le langage des ateliers modernes, on désigne toutes ensemble et brièvement par le terme de quatrième dimension. Et donc, on voit qu'Apollinaire cherche à comprendre ce qui est en train de se passer au niveau de la représentation même de l'espace et du temps. Et il traduit quand même très bien une sorte de fourmillement qui est propre à cette époque-là. Voilà. Donc, si on regarde les œuvres des cubistes, les œuvres des futuristes, on comprend beaucoup mieux cette recherche liée à des problèmes de géométrie plus que de physique. Donc il y a partout cette recherche de nouveaux points de vue, de nouvelles perspectives, de remise en cause de toutes les règles de la fameuse perspective albertienne bien conforme. J'ai mis ce paysage de Jean Metzinger parce qu'il est un des rares, les formes courbes, à cette époque, parmi les cubistes, c'est un des rares à avoir essayé de refaire non seulement des dimensions supérieures à 3, mais également des dimensions qui ne seraient pas orthogonales. Alors, là, c'est 1954, avec un hypercube dessiné par Dali. Quand on voit que finalement, il a fait ça en 1954, alors que les préoccupations dataient du début du siècle, bon, c'est sans doute une des représentations de solides de dimensions supérieures les plus importantes. Je me rends compte que j'ai oublié de raconter quelque chose. Et je vois Sandrine qui sait ce que j'ai oublié de raconter. Donc, lui, il a voulu représenter ces solides de dimensions supérieures. Mais au début du XXe siècle, il y avait déjà beaucoup de personnes qui avaient tenté ce travail. Alors, pour vous expliquer le genre de travail, si vous avez un cube, vous savez le représenter sur une feuille, en faisant une sorte d'hexagone, éventuellement une croix un peu au milieu, vous le représentez en perspective, ou vous le représentez sur une face, mais vous savez le projeter sur une feuille. C'est ce qu'on appelle passer de 3 dimensions à 2 dimensions. Et donc, si on sait des opérations mathématiques qui permettent de faire ça, on peut très bien imaginer un objet mathématique de dimension 4 que l'on projette dans la dimension 3. Finalement, d'un point de vue mathématique, on a quelques formules à appliquer et ça devrait marcher. Et donc, on peut imaginer l'équivalent d'un cube, mais à 4 dimensions. Comme le cube, c'est l'équivalent d'un carré quand on passe de 2 à 3, et on le projette dans l'espace à 3 dimensions. Puis là, on le reprojette dans un espace à 2 dimensions, puisqu'on est dans le cadre d'un tableau. Alors, ces préoccupations avaient commencé dès la fin du 19e, et on a eu un très beau livre en 1900, fait par une femme qui s'appelle Alicia Ball,
qui a représenté plein de solides de dimension 4 ou de dimension supérieure, comme il y avait les solides réguliers, eh bien il y a eu les solides de dimension supérieure à 3 qui ont été présentés dans ce livre. Et ce livre a eu un franc succès, et c'est elle qui a popularisé beaucoup de formes, dont la forme qui était tout à l'heure 2 slides plus haut, mais je ne sais pas si tu peux la remontrer. Voilà, c'est un exemple. Donc si vous cherchez Alicia Ball, vous pourrez retrouver tous les polyèdres qu'elle a inventés en utilisant ce type, enfin inventés, qu'elle a décrits, qu'elle a répertoriés en utilisant des procédures mathématiques. Alors c'était la fille de celui qui a inventé l'algèbre de Ball. Voilà, donc jusqu'à présent, dans ce que je viens de vous présenter, la 4e dimension, ça restait une dimension d'espace. Mais la notion de 4e dimension en tant que temps, c'était encore quelque chose d'un peu complexe, puisque on arrivait à représenter ça en tant qu'espace, et même quand on parlait de voyager dans le temps, on garde quand même, on voit un fil, on voit quelque chose qui voyage, qui va d'un point à un autre. Et néanmoins, dans le manifeste futuriste, on va lire cette phrase. « Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles. À quoi bon regarder derrière nous, du moment qu'il nous faut défoncer les vantaux mystérieux de l'impossible. Le temps et l'espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente. » Et là, on sent que ce n'est pas simplement s'occuper de voitures et de vitesse et de mécanique qui préoccupe les futuristes. Il y a là, dans cette phrase, une allusion beaucoup plus directe aux nouvelles théories de l'espace et du temps. Même si les mathématiques qui étaient derrière n'étaient pas forcément maîtrisées complètement. Et j'avais trouvé d'ailleurs Oui. Par contre, j'ai oublié de noter qui a cité, lequel de ces peintres cubistes a cité ceci. Si nous devions rattacher l'espace pictural à une géométrie particulière, nous devrions nous référer aux savants non euclidiens. Il nous faudrait étudier en fin de compte certains théorèmes de Riemann. Alors je vous avoue que là, c'était franchement, ils étaient conscients que s'ils voulaient aller plus loin, il leur fallait s'emparer complètement des concepts mathématiques extrêmement complexes. L'autre solution, c'était de s'appuyer sur les philosophes ou sur les vulgarisateurs pour en extraire la substantifique moelle sans passer par la partie mathématique. Mais certains s'y sont lancés, je pense à Duchamp, ont vraiment essayé de comprendre au maximum. Sinon, j'ai choisi deux tableaux de Russolo. Donc ici, on voit bien qu'on n'est plus simplement dans une représentation de vitesse, il y a autre chose derrière. Ou là-bas, interprétation de la lumière, d'une maison et du ciel, tous les phénomènes qui préoccupaient les scientifiques de l'époque, ils sont représentés. Il y a autre chose qui est en train de se passer, ce n'est pas simplement de la mécanique. Alors, une autre œuvre que j'ai trouvée intéressante, puisque beaucoup d'œuvres que je vais présenter ici sont des peintures, donc des réductions à 2 dimensions. Néanmoins, certains se sont lancés dans le même type de travail, à savoir représenter la dimension temps, mais sur une sculpture. Donc, projeter ça de 4 à 3 dimensions. Et j'aime beaucoup le titre « Formes uniques de continuité dans l'espace ». Donc, on ressent tout de suite un titre très mathématique qui correspond à un travail de recherche de représentation. Début 20e, enfin même déjà, c'était bien ancré maintenant, mais on a quand même une technique qui permet de s'affranchir de la nécessité de la figuration, puisqu'on peut le faire grâce à l'instantané, grâce à la photo. La photo qui est là pour figer le temps. Et on sait que finalement, on va réussir
ce que les peintres avant ne pouvaient pas faire. On ne pouvait pas instantanément dessiner quelque chose, on ne pouvait pas le bloquer. Et cette photo est particulièrement représentative. Elle aurait été impossible, on ne pouvait pas faire poser quelqu'un dans cette position-là. Et donc on obtient des choses, non seulement la photographie peut remplacer la peinture pour certains portraits, mais elle va bien au-delà, elle permet de voir l'instant, chose qui était qu'on ne pouvait pas tenir. Et maintenant, relisez ces vers d'Apollinaire du Pont Mirabeau. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont et je demeure. Et le temps qui lui reste fixe, le temps qui réussit à être un objet comme un autre, et le reste qui passe. Et donc la pensée de l'espace et du temps, Guillaume Apollinaire l'a quand il écrit le Pont Mirabeau. C'est peut-être pas tout le poème, mais ces quelques vers reprennent d'un seul coup un sens différent quand on sait qu'en parallèle, il travaillait sur l'espace-temps. Toujours fin du 19e, l'image, on a les débuts du cinéma, mais surtout l'image animée sert à comprendre le mouvement au-delà de ce qui est perceptible par la vue. Il y a des choses, on voit aujourd'hui, on a des films en caméra ultra rapide. Quand vous voyez un ballon qui éclate en caméra ultra rapide, à un moment, l'eau est figée, et ensuite, vous voyez la manière dont l'eau s'écoule, c'est impressionnant. Eh bien, à ce moment, à la fin du XXe, c'était la même chose avec les débuts du cinéma. On arrive à décomposer le mouvement. Et cet aspect de la quatrième dimension temporelle est reprise par les cubistes, et en particulier par Duchamp en 1913, où il va faire son nul descendait un escalier, et qui va marquer une rupture quand même dans le mouvement cubiste. C'est plus simplement prendre différents points de vue, c'est tenir compte de l'espace-temps dans l'espace du tableau. Alors, ce temps relativiste, toujours David, il a 50 ans après les autres, voilà, il le présente sous l'aspect de Simon Tremol. Bien sûr, il veut parler du nouveau temps d'Albert Einstein par rapport à la montre qui est là, qui est rigide, qui représente le temps tel qu'on le percevait avant. C'est, selon moi, par rapport aux réflexions de recherche qu'avaient les artistes du début du siècle, on est là plutôt dans une illustration, comme l'hypercube était une illustration de projets mathématiques. Mais j'y vois beaucoup moins de recherche personnelle. Donc aujourd'hui, on a toujours le temps qui est une dimension claire dans l'art vidéo. Et d'ailleurs, dans un autre cadre, en sciences, lorsque on va parler de microscopie qui enregistre en fonction du temps, si par exemple on arrive à avoir des informations en 3D plus le temps, on va parler de 4D. Où, voilà, on va donc parler clairement de dimensions supplémentaires dès qu'on arrive à faire une vidéo sur une information scientifique que jusque-là on captait plutôt en 2 dimensions, voire 3 dimensions. Alors au niveau de l'art vidéo, j'ai pas pris le risque de mettre des vidéos parce que ça passe toujours de façon très compliquée. De plus, par rapport aux œuvres de Bill Viola que j'adore, je trouve que c'est extrêmement réducteur d'essayer de les voir en mauvaise qualité, alors que présenter comme lui il le souhaite sur des grands écrans, et quand on est devant, c'est ce qu'il faut vivre. Néanmoins, chez Bill Viola, la magie des œuvres vidéo vient dans ce temps qui est modifié, mais d'une façon des fois imperceptible, où des personnes presque immobiles, mais pas tout à fait, et on est dans une sorte d'irréalité, et on sent bien que la notion de temps est quelque chose de vraiment fondamental. J'ai eu quand même une expérience d'espace non euclidien en 3 dimensions, qui est le Léviathan d'Anish Kapoor, qui a été présenté en 2011 à la Monumental à Paris. Donc au sein du Grand Palais, vous aviez une structure en caoutchouc, enfin
dans une matière, je pense assez épaisse, mais énorme, rouge, et vous étiez en dessous. Et les verrières rectangulaires du Grand Palais, les ombres des verrières se projetaient sur cet espace courbe. Revenons à la géométrie générale. Tout à l'heure, je vous ai dit, le génie d'Einstein, ça a été de présenter la gravitation comme un problème de géométrie, mais de changer complètement, de ne plus être dans une géométrie rectangulaire classique, mais d'avoir des géométries dans des espaces courbes complexes. Il existait des outils mathématiques qui sont par exemple des espaces hyperboliques. Et ici, je vous ai remis un extrait d'un texte sur la relativité générale, d'un cours sur la relativité générale, qui tente à expliquer ce que sont ces espaces hyperboliques. Ça fait des pages et des pages de mathématiques particulièrement ardues, qui ne sont pas du tout accessibles sans un bagage important. Mais néanmoins, on peut en faire des représentations. Et quand on prend à 2 dimensions, par exemple, c'est l'espace hyperbolique de dimension 2, qui est souvent utilisé, par exemple, par Escher, ici. Vous avez déjà vu ces images. Il y a d'autres artistes qui se sont emparés de ce type d'espace. Alors, pour information, si on se place, si on cherche à mesurer des distances là-dessus, selon les lois des espaces de dimension, des espaces hyperboliques, les poissons ont tous la même dimension. Et ce que vous voyez comme des bords, en réalité, c'est l'infini. Voilà, donc il y a une... ça paraît simple a priori, on va se dire oui, c'est un joli mandala que nous fait Escher. En réalité, il y a derrière une théorie mathématique bien plus complexe. Autre artiste, là je n'ai pas mis les titres de mes noms parce que Vasarely a tellement refait de tirages, de sérigraphie de ses œuvres qu'elles sont rarement documentées. Je n'arrivais pas à trouver. Je n'avais pas de titre, je n'avais pas de date. Néanmoins, à partir des années 50, Vasarely va vraiment explorer tout ce qui est possible, en noir et blanc, en couleur, jouer sur les différentes colorations, sur des effets d'optique. Alors, bien sûr, d'autres artistes de l'art optique vont faire de même, mais je pense que c'est lui qui a travaillé le plus sur cette géométrie non euclidienne, cette géométrie courbe. Et bien avant de connaître le nom de Vasarely, pour moi, les images de Vasarely, c'était mes livres de maths quand j'étais au collège. J'ai souvenir, je crois que chaque année, on avait droit à une image différente. Donc vraiment, cet imaginaire est devenu quelque chose de classique. Alors, toujours concernant les géométries qu'on appelle non euclidiennes, il y a Max Ernst, qui était un surréaliste, mais qui était aussi très féru de sciences, qui s'intéressait beaucoup au niveau des théories, qui a fait cette œuvre qu'il a intitulée « Jeune homme intrigué par le vol d'une mouche non euclidienne ». C'est le titre, là je me suis dit, il faut quand même que je la mette. Alors, en regardant la structure, je me suis dit, oui, on est quand même assez loin des espaces non euclidiens tels que présentés auparavant. Mais cette œuvre est intéressante parce qu'elle représente une rupture aussi, une période de rupture chez les surréalistes. Là, on commence à faire de l'art mécanique, parce que pour faire ça, il avait percé un pot de peinture et laissé se balader le pot de peinture au-dessus de la toile. Et donc, on arrive à une autre façon d'appréhender la façon le travail vraiment du peintre. Oui, Marcel Duchamp. Alors Marcel Duchamp, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec le mythe descendant un escalier. Néanmoins, je n'ai pas voulu le remettre sur chaque sujet, sur la 4e dimension, sur le temps, parce qu'il mériterait une conférence à lui entier. Bien sûr, on connaît Fontaine, il a pris un urinoir et présenté ça, qui avait beaucoup fait parler, mais souvent on réduit au ready-made.
Or, Duchamp était passionné de mathématiques, de théorie, de sciences. Il lisait, je crois que c'était lui qui, à un moment, en lisant quelque chose sur un nouveau type de géométrie, il prend ça en disant mais tout ça c'est que de la vulgarisation, quoi. Vraiment, si c'était trop de la vulgarisation, il ne trouvait vraiment pas ça intéressant. Et donc il a lu Voyage au pays de la quatrième dimension, donc là il a pris des idées, je vous en ai parlé donc de Gaston de Pawlowski. Pour ceux qui sont intéressés, j'avais remis aussi une petite phrase de Gaston Pawlowski qui m'a l'air d'être quelqu'un de très intéressant, qui se moquait gentiment quand même de l'esprit scientiste, mais qui donnait plein d'informations rigoureuses dans ses textes, tout en étant drôle. Et lorsqu'on regarde les carnets de Duchamp et sa publication appelée Duchamp du cygne, on retrouve des croquis où il cherche à comprendre comment on passe d'un cube à un hypercube, d'un cube à un carré. Et ce travail sur la quatrième dimension, ça le tracasse. Donc, en 1913, en même temps qu'il fait le nu descendant un escalier, on a un Révimède qui est autour de quelque chose qui est en mouvement. Déjà, là, on est dans un système quand même assez étrange. C'est présenté comme une sculpture, néanmoins ça bouge. Il y a la notion de temps qui va pouvoir rentrer, de mouvement. On sent qu'il est en train de découvrir d'autres façons de représenter l'espace et le temps, et les liens entre eux. Mais à partir de 1915, il va travailler sur une œuvre qui est Le Grand Verre, ou La mariée mise à nu par ses célibataires même, qui reste souvent une œuvre qui laisse le public un peu dubitatif en se disant ben oui, et alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et en fait, il avait lu ce voyage dans la quatrième dimension, et en parallèle, il a fait un voyage qu'il avait marqué en automobile entre le Jura et Paris, où ils ont beaucoup parlé de la quatrième dimension. Il y avait une femme, 3 hommes. Dans les hommes, il y avait Picabia, Apollinaire, lui, et la femme, malheureusement, je n'ai pas en tête, il faudra que je retrouve le nom de cette femme. Et en rentrant à Paris, il a voulu rendre compte de tout le voyage dans une seule œuvre. Et donc, en réutilisant des notions qui avaient été abordées par Pawlowski de quatrième dimension qui en fait traverse notre espace, d'où le fait qu'il y ait 2 plans pour symboliser l'espace dans lequel il voulait faire passer la quatrième dimension en quelque sorte. Donc ce travail traduit vraiment, c'est pour ça que les dates sont de 1915 à 1923, c'est une réflexion sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces nouvelles notions d'espace et de temps, où on sent bien qu'on ne peut plus travailler comme avant, on ne peut plus faire une sculpture rigide, on ne peut plus faire quelque chose de représentatif en 3D simplement. Donc il va falloir inventer un nouveau type de représentation. Maintenant, on arrive presque à la fin. Il y a quand même un point, et je sais que ici, pour certains des artistes qui sont ici, l'esthétique des représentations mathématiques, des équations, intrigue tout le temps. Et sur la relativité, on en reste souvent à E égale mc2. D'ailleurs, ça a été repris dans des titres d'émissions, parodiés. On dit E égale mc2, ça devient le symbole même de la science. À côté, je vous ai mis les vraies équations de la relativité générale en petit, parce que je n'ai pas réussi à faire tout tenir, mais ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer la feuille pour que vous puissiez bien vous imprégner de ce langage. Et j'ai essayé de ne pas en parsemer quand même toute la conférence sur la relativité, mais plutôt de vous proposer une promenade entre art et science. Et avant de conclure, devant ces belles formules, je vais vous lire un texte datant de 1955 de Francis Ponge, un texte sur l'électricité dans la Nouvelle Revue Française. Nous voici donc revenus à un temps
tout pareil à celui des cycles, bien au-delà de la Grèce classique, bien au-delà de Thalès et d'Euclide, et presque au temps du chaos. Les grandes déesses à nouveau sont assises, suscitées par l'homme sans doute, mais il ne les conçoit qu'avec terreur. Elles s'appellent Angstrom, année-lumière, noyau, fréquence, onde, énergie, fonction psy, incertitude. Elles aussi, comme les divinités sumériennes, stagnent dans une formidable inertie, mais leur approche donne le vertige, et sur leur tablier sont inscrites les formules en écriture abstraite, automate. Aucun hymne en langage commun ne saurait s'élever jusqu'à elles. Ils n'atteindraient pas leurs genoux. C'est aussi pourquoi nous ne saurions en entendre aucun, c'est un fait, ni non plus songer à en composer un qui vaille. Nos formes de pensée, nos figures de rhétorique en effet datent d'Euclide. Ellipse, hyperbole, parabole sont aussi des figures de cette géométrie. Que voulez-vous que nous fassions? Ainsi, formerons-nous un jour peut-être les nouvelles figures qui nous permettront de nous confier à la parole pour parcourir l'espace court, l'espace non euclidien.